Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir. Bienvenue sur Maxime, bonsoir tout le monde. Merci d'être là, chers amis, cher public, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ce soir pour cette émission exceptionnelle. Très heureux de vous accueillir. On va parler de politique ce soir dans Backseat. Bonsoir le chat, vous êtes avec nous, vous êtes là, vous êtes sur le plateau. Bonsoir à vous qui nous regardez aussi en replay sur YouTube et bonsoir à vous qui nous écoutez en podcast. Très heureux de vous retrouver ce soir comme chaque jeudi soir. On va commencer Backseat avec un before. Le before de Backseat, c'est le temps de chauffe. On est entre nous, tranquille. On démarre l'émission avec un sujet qui nous intéresse. On peut vous présenter des partenaires qui participent au financement de l'émission. Et quand on n'en a pas, on vous présente qui on a envie de vous présenter. Et cette semaine, on voulait discuter d'un sujet d'actualité avec des personnes que ça concerne très directement, probablement plus que nous, mais ils vont nous en parler. Justement, on va parler de la sécheresse. Et on a avec nous sur ce plateau, avec moi, Nicolas Giraud. Salut Nicolas. Salut. Bonsoir, bienvenue. Merci d'avoir accepté. Avec plaisir. Nicolas, merci de l'invitation. Tu es éleveur de vaches dans le Jura. Ouais. Et tu es par ailleurs porte-parole de la Confédération Paysanne. C'est ça. Qui est un syndicat d'agriculteurs d'éleveurs, c'est ça? Ouais, c'est un syndicat paysan, c'est le troisième syndicat français qui représente aussi bien des éleveurs que des agriculteurs, enfin toute une multitude de paysannes et de paysans. Ok, cool. Et écoute, avec toi Nicolas, on va parler de ce sujet d'actualité, la sécheresse. On est aussi en visio avec Serge Zaka. Est-ce que tu nous entends, Serge, qui est à Montpellier actuellement? Salut Serge. Oui, je vous entends très bien et salut à tous. Bienvenue à toi Serge, merci d'avoir accepté notre invitation sur Backseat. Toi tu es agroclimatologue, tu es conférencier, médiateur et tu es bénévole pour l'association Infoclimat, c'est ça? Exactement, et également chasseur d'orage, et cette photo, c'est moi qui l'ai prise. Sérieux? Elle est trop belle. Bah oui. C'est incroyable. Tu l'as prise? Non mais en vrai tu l'as prise où? Je l'ai prise à Cannes le 4 août 2020. Voilà. Sublime, incroyable, merci à toi Serge. Serge le disait, tu es agroclimatologue, pour un gros noob comme moi ça veut dire quoi? T'es scientifique? Alors, oui, c'est ça, c'est un scientifique. L'agroclimatologie, c'est l'étude de l'impact du climat sur l'agriculture. Agro pour l'agriculture et climatologie pour la climatologie. Donc en fait, moi j'étudie l'impact des événements climatiques extrêmes ou non sur l'agriculture. Alors on distingue l'agrométéorologie, l'agroclimatologie. L'agrométéorologie, c'est la science à court terme, dans la semaine à venir. Et l'agroclimatologie, c'est avec le changement climatique, ce qui pourrait se passer jusqu'en 2100. D'accord, ok. Toi, Nicolas, du coup, je l'ai dit un petit peu vite, j'ai dit que c'était éleveur de vaches. Tu pourrais nous parler un peu de ton exploitation, ton cheptel, ça ressemble à quoi? Ouais. Nous c'est une ferme familiale. On est deux, mon frère et moi, sur la ferme. On élève des vaches laitières, on produit du lait pour le comté. Donc c'est pas nous qui produisons le comté, mais on produit du lait qui est fabriqué tous les matins en comté sur la fruitière voisine. C'est une petite ferme à nous, on est deux donc sur la ferme à travailler, 35 vaches laitières et puis 70 hectares tout en herbe. Dans le Jura, tout près du vignoble du Jura, entre le vignoble et la montagne du Jura. Un super coin pour travailler et pour faire du tourisme. Écoute, on reviendra avec plaisir. Moi, je suis parisien. Croyant pratiquant. C'est-à-dire que j'y connais foutre rien. Incapable de faire la différence entre deux vaches. Donc du coup, ce soir, mes questions vont vraiment être naïves. J'ai entendu parler, comme plein de gens, d'une histoire de sécheresse hivernale. Il n'a pas plu depuis 32 jours en France. Bon. Vous voyez, d'accord, moi j'entends ça, je me dis d'accord, ça veut dire quoi? Ça implique quoi? C'est exceptionnel comme situation? Ouais, c'est exceptionnel en termes de durée et puis à la période où ça arrive, c'est exceptionnel. Normalement, en hiver, c'est automne, hiver, printemps, c'est là où il pleut un peu plus, c'est là où les prairies se reposent et les nappes phréatiques se rechargent, quoi. Donc on est plutôt dans une période où il y a du froid, mais il y a également de l'humidité, spécialement dans le Jura. Le Jura, on se caille un peu, mais il pleut aussi quand même régulièrement. Et là, cette année, il n'y a ni fait beaucoup froid, ni plu beaucoup. Et donc, ça fait qu'en fait, toutes les cultures et toutes les plantes qui doivent repartir au printemps, on est un petit peu en tension, parce que s'il ne pleut pas, ça va repartir mollement, quoi. Ça va avoir du mal à redécoller. D'accord. Serge, tu peux nous expliquer à partir de quel moment on peut prononcer le mot sécheresse? Ça désigne quoi une sécheresse? Alors, il y a plusieurs types de sécheresse. Il y a la sécheresse météorologique, c'est quand il ne pleut pas plus d'1 millimètre sur l'ensemble de la France en moyenne. C'est ce qu'on a actuellement. On a 32 jours de sécheresse, donc une sécheresse météorologique, donc 32 jours sans pluie significative sur la France. D'accord. Et cela induit qu'il y a une sécheresse des sols agricoles. Donc c'est sur les 2 premiers mètres, c'est comme une éponge en fait qui stocke l'eau. Et quand il ne pleut pas, les sols agricoles s'assèchent. Et ensuite, on peut avoir une sécheresse des nappes phréatiques, c'est le 3e type de sécheresse. C'est-à-dire que les stocks d'eau qui sont en profondeur et qui vont nous servir pour l'été
ils sont déficitaires. Et là, à l'échelle de la France, on a 3 sécheresses, les 3 en même temps. Et il ne faut pas parler uniquement de la sécheresse de février 2023, ces 32 jours au final de pluie. Ouais. Il faut regarder ce qui s'est passé ces 19 derniers mois. Sur les 19 derniers mois, on a 15 mois qui sont en dessous des normes. En fait, c'est pas la sécheresse de 2023 qu'il faut parler, c'est vraiment la continuité de la sécheresse de 2022. Ce que tu veux dire, c'est que si on a 32 jours de sécheresse, mais qu'on a du stock dans les nappes phréatiques, etc., ça peut être moins problématique que si on cumule les 3 sécheresses. Exactement. En fait, en 2020, par exemple, l'ancien record, c'était 31 jours, on l'a eu en mars 2020. D'accord. Il n'a pas plu plus d'1 millimètre de pluie en mars 2020. Par contre, en mars 2020, tous les sols et les nappes phréatiques étaient pleins à craquer d'eau, il avait beaucoup plu en hiver. Donc on n'a pas eu forcément de problématique à la suite, enfin si après au printemps, mais ça s'est pas vu directement. Là, on part vraiment sur un état hydrique très bas des sols et des nappes phréatiques, et c'est ce qui est problématique puisqu'on ajoute 32 jours sans pluie à la suite. Et tu as raison de rappeler effectivement le contexte. On se souvient de l'été dernier, il y avait déjà eu un épisode de sécheresse. Alors il y avait aussi les incendies dans le sud comme chaque été, mais on avait aussi parlé de sécheresse. Il y avait la polémique sur les golfs qui avait eu des possibilités de continuer à arroser. On en avait beaucoup parlé, on avait fait des blagues, etc. Mais là, du coup, on est dans une situation qui vient se surajouter à une situation déjà pas évidente. C'est déjà pas une bonne année. Donc c'est une situation problématique. Nicolas, ça implique quoi concrètement pour un éleveur comme toi, le fait de juste de plus avoir d'eau depuis 32 jours, d'une année problématique comme ça? Alors, comme dit Serge, ce que ça implique, si on prend juste cet effet-là, 30 jours en courant de l'hiver où il pleut pas, quelque part, ça implique pas énormément de choses. Nous, les bêtes sont dans les bâtiments en hiver, on leur donne à manger du fourrage qu'on a récolté l'été dernier, comme on a pu, avec la sécheresse qu'il y avait. Mais ce que ça implique directement, c'est qu'avec la sécheresse de l'été dernier, où on a mangé, où nos animaux ont mangé toute une partie du stock qui était destiné normalement à l'hiver, on a tapé dans les stocks hivernaux. On se retrouve aujourd'hui à finir l'hiver, on va vider nos bâtiments de stockage de fourrage, d'herbes séchées qu'on donne aux animaux matin et soir. Et normalement, on refait une récolte à partir, chez nous, du mois de mai, juin, juillet, pour arriver à stocker suffisamment de fourrage pour l'hiver qui vient. D'accord. Sauf que là, vous êtes déjà en train de taper dans le stock d'après. Là, c'est normal, on est encore en train de taper dedans, mais normalement, à partir de la mi-mars, on devrait sortir les animaux pour pâturer pleinement dans les champs. Elles vont manger l'herbe, elles, directement. C'est comme ça que c'est le mieux, et c'est comme ça que c'est le plus économique pour nous. Le problème, c'est il va falloir que l'herbe pousse. Donc pour ça, il va falloir qu'il y ait du soleil, mais également qu'il y ait de l'eau. Il n'y a pas trop d'eau dans les sols et il pleut pas, donc il va avoir certainement du retard à l'allumage. Et puis surtout, la grosse crainte qu'on a, nous, sur notre ferme et globalement sur notre territoire, c'est de dire, on a passé le cap de la sécheresse de 2022 grâce au stock des années précédentes, 2021, 2020, où on avait eu des bonnes années, donc on avait pu accumuler des stocks. Ces stocks-là, on les a mangés pendant l'été 2022 et l'hiver 2023. Si on ne refait pas une année normale, voire une bonne année, printemps-été 2023, ça va être un petit peu la cata, parce qu'il y a plein de paysannes, de paysans qui vont se retrouver avec des animaux qui n'auront pas assez à manger, ou dans les champs, ou dans les granges. Donc là, il n'y a pas encore péril dans la demeure, parce qu'on est au début de la saison. Ça peut vite changer. Enfin, ouais. Mais il y a une énorme tension de se dire, attends, nos granges sont vides, on n'a plus de foin à l'intérieur des bâtiments, on va sortir les animaux, bon, ils vont sûrement trouver à manger au début de la saison, mais si ça s'arrête de pousser à un moment donné, et si on ne fait pas les fourrages qu'on doit faire habituellement, ça va être complexe, quoi. Serge, est-ce que c'est partout sur le territoire de la même manière, ou est-ce qu'il y a des régions qui sont plus touchées que d'autres? Je ne me rends pas compte. Alors, il faut savoir que sur le stock de fourrage, puisqu'on parle de fourrage, bon, pour situer le fourrage, c'est ce qu'on fauche dans la prairie. En gros, c'est l'herbe qu'on donne à manger aux animaux. Parce que vu que je m'adresse a priori à un Parisien... Merci Serge, t'as tout compris. Donc en fait, l'an dernier, en 2022, on a eu moins 24% de production de fourrage par rapport à la moyenne. Okay. Moins 24%, c'est une moyenne nationale. Et dans certaines régions, comme les Midi-Pyrénées, comme les Pyrénées-Atlantiques, comme le sud des Alpes, on peut monter jusqu'à moins 60%. C'est-à-dire que d'habitude, ce qu'on fait, c'est que quand on fauche et qu'on a des excès, on les stocke dans les granges pour donner à manger aux animaux quand il y a la sécheresse ou quand c'est l'hiver. Mais cette année 2022, vu qu'on a moins 24%, ça veut dire qu'on a presque très peu de stock, en fait, pour faire face à une éventuelle sécheresse en 2023. Et ça pourrait poser des problématiques très importantes et qui concerneront directement les prix agricoles et les agriculteurs et donc les consommateurs. C'est que si jamais il n'y a pas assez à donner à manger aux animaux,
soit on se débrouille en fauchant les bords du TGV, soit on se débrouille en fauchant dans les villes, soit on se débrouille en fauchant dans les parcs publics, et ça coûte cher parce qu'il faut transférer ensuite aux animaux, ou soit on n'a pas cette possibilité-là, et donc on doit diminuer le cheptel animal, c'est ce qu'on appelle la réduction du cheptel national. On doit envoyer plutôt à l'abattoir certains animaux parce qu'on doit continuer à donner à manger aux autres. Et ça s'est notamment produit en 1921. Il y a eu une très forte sécheresse. Et sur l'ensemble de l'Europe de l'Ouest, on a dû diviser par 2, il me semble, le cheptel national. Là, on n'aura peut-être pas ce chiffre-là parce qu'on est dans une société mondialisée. Mais c'est un risque qu'il ne faut pas prendre à la légère, notamment pour les agriculteurs. Nicolas, c'est quelque chose que tu envisages de réduire ton cheptel parce qu'il n'y a pas le choix, il n'y a plus assez à bouffer? Nous, c'est déjà ce qu'on a fait en fait. Ah ouais, d'accord. C'est-à-dire que la sécheresse, là, c'est pas la première qu'on subit. C'est peut-être 2022-2023 une des plus violentes, mais nous, sur la ferme, moi, ça fait bientôt 20 ans que je suis installé sur la ferme familiale. On avait plutôt 40-42 vaches au début quand je me suis installé. Et on s'est rendu compte, les bonnes années, ça passe. Et les années moyennes ou mauvaises, ça passe plus, quoi. Il n'y a plus assez à bouffer pour tout le monde. Donc, on en vend un petit peu plus. Et donc, nous, on est plutôt passé à 35 vaches. Et on a plutôt un petit peu moins... on élève aussi les jeunes animaux pour renouveler les vaches qui partent à l'abattoir. Donc, on a aussi d'autres animaux plus jeunes qu'il faut aussi nourrir. Et on a aussi un petit peu baissé ce nombre d'animaux-là. Après, on ne peut pas baisser indéfiniment. Non, parce que c'est ça qui génère notre revenu. On peut arriver à faire produire un petit peu plus de lait par animal. Donc, si tu en baisses certains, si les autres compensent en termes de production, ça peut arriver à maintenir le revenu. Après, on a une chance, nous, extraordinaire dans notre région, c'est que le lait est bien payé par notre filière fromagère, le comté notamment. Et ce qui nous permet à nous, en produisant un petit peu moins de lait, de continuer à avoir une rémunération qui est bonne et qui nous satisfait. Donc, donc tant mieux pour vous, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a aussi, quelque part, il y a un enjeu climatique, un enjeu d'adaptation, mais il y a également un enjeu politique et économique. Comment est-ce qu'on donne aux paysans les moyens de passer ces caps-là, pas seulement avec des soutiens de court terme, mais avec des politiques agricoles qui leur permettent de vivre de leur métier, même s'ils devaient produire un petit peu moins. Parce que si on produit même un petit peu moins en France, on ne sera pas à mourir de faim demain, qu'on se dise les choses clairement, quoi. On a le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, qui a fait sensation la semaine dernière, puisqu'il a dit qu'il fallait qu'on se prépare à une augmentation de 4 degrés en moyenne en France. Serge, très clairement, 4 degrés en plus, ça ressemble à quoi l'agriculture en France et l'élevage ? Alors déjà, 4 degrés de plus, qu'est-ce que ça veut dire au niveau climatique ? Par exemple, du côté de Nîmes, c'est 16 fois plus de jours au-dessus de 35 degrés. Je tiens à préciser, ce sont des canicules qui pourraient... Exactement. 4 degrés de plus, ce sont des canicules qui peuvent durer de juin à septembre, sans arrêt. Donc, ce n'est pas une canicule ponctuelle d'une semaine, mais c'est vraiment l'ensemble des mois d'été qui seraient concernés par les canicules. Et là, ça a des conséquences extrêmement importantes sur l'agriculture. On va parler de zones bioclimatiques. C'est l'aire de répartition des espèces. On dit ça bioclimatique en tant que scientifique. Ouais. Donc, l'aire de répartition des espèces, elle évolue avec le climat qui évolue, ça remonte vers le nord. On a le climat, par exemple, méditerranéen, avec 4 degrés, qui pourrait taper les portes de Lyon ou même taper les portes de Bordeaux. C'est-à-dire qu'on aura la garrigue qui pourrait s'étendre jusqu'à Lyon et jusqu'à Bordeaux. Ça veut dire que toute l'agriculture qu'on a du côté de la Méditerranée actuellement, donc l'olivier, la vigne... Ouais, ça transforme tout. Tu peux plus continuer à faire ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Tout ça, ça évolue et les paysages évoluent, l'agriculture évolue. En Île-de-France, on aura plutôt un climat aquitain, donc l'agriculture d'Aquitaine va remonter avec. On aura l'arrivée de nouvelles espèces, des agrumes, de la pistache, du sorgho. Donc tout le paysage vraiment agricole français va changer. Bien sûr, les régions normandes, bretonnes et Nord-Pas-de-Calais auront une agriculture où on devra un petit peu moins s'adapter, puisque là, on n'aura pas forcément les mêmes impacts que dans le sud. C'est surtout le sud de la France qui va subir les assauts du changement climatique. Nicolas, je le disais, vous êtes porte-parole de la Confédération paysanne. C'est un sujet sur lequel je suppose vous travaillez beaucoup, cette question de l'adaptation de l'agriculture à des sécheresses qui sont plus régulières. Tu as déjà commencé à le dire, il y a un enjeu qui est politique derrière. Ben oui, il y a un enjeu qui est politique, c'est-à-dire que l'agriculture en France, c'est très administré politiquement. Il y a la politique agricole commune européenne qui amène des subventions, il y a la gestion du foncier, enfin, il y a toute une administration derrière qui oriente l'agriculture, et on ne va pas pouvoir seulement demander aux paysans de s'adapter et de changer leur mode de production en leur disant adaptez-vous, le dérèglement climatique arrive, changez vos pratiques, il va falloir
falloir qu'à un moment donné, il y ait des soutiens économiques. Il va falloir également faire changer nos pratiques avec des savoir-faire, avec des échanges d'expériences. Il va falloir réinventer tout ça. Et ça se fera pas facilement, ça se fera pas forcément sans mal, et ça se fera surtout pas sans des décisions politiques majeures, notamment sur la gestion de l'eau. Pour la petite histoire, là, je suis bien habillé, j'ai une jolie chemise, on sort de l'Elysée. On était à l'Elysée cet après-midi ? On était à l'Elysée cet après-midi avec la Confédération Paysanne. Ça s'est passé comment ? C'est le salon de l'agriculture qui commence, bah donc Emmanuel Macron fait le tour un petit peu des popotes. Ça s'est bien passé. C'est pas, il est pas méchant. On n'est jamais mal reçu à l'Elysée quelque part, sauf si on y va avec des bâtons, mais en général on est plutôt bien reçu. Après sur l'eau, on a posé nous ce sujet-là au milieu de la table en entrée d'entretien. J'allais dire, je suis assez déçu parce que il y a une vision de dire bah oui, il va falloir s'adapter, mais il n'y a pas une vision vraiment d'ensemble sur qu'est-ce qu'on impulse au niveau politique pour permettre aux paysans d'avoir les moyens de changer leurs pratiques. On avait les moyens avec la PAC, on vient de la réformer, de réorienter certaines choses. Le choix n'a pas été fait comme ça on le regrette. Et puis là, sur la gestion de l'eau, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a le sujet du stockage de l'eau autour des méga-bassines. Bah oui, j'allais en parler, oui. On en entend parler de plus en plus. Il y a des mobilisations de militants contre des projets de ce qu'on appelle des méga-bassines. Alors moi qui n'y connais rien, j'ai cru comprendre que c'était des retenues d'eau pour justement lutter contre la sécheresse. Du coup, c'est bien. Donc du coup, ça pourrait paraître bien comme ça. Mais... c'est du stockage d'eau pour permettre l'irrigation. Donc c'est important de pouvoir irriguer des cultures. Pour la petite histoire, en France, l'irrigation, ça représente à peu près 6 à 7% de la surface agricole utile. C'est-à-dire qu'on a 93% de la ferme France qui n'est pas irriguée, qui bénéficie juste des pluies et de l'eau qu'il y a dans les sols. D'accord, c'est que pour 6% du total. C'est que pour 6%. On a énormément d'agriculture qui n'est pas irriguée. Donc d'où, pour nous, la nécessité de davantage privilégier, Serge parlait tout à l'heure des nappes phréatiques, de l'eau qui va dans les nappes et qui sera disponible pour toutes les plantes. Quand l'eau est dans le sol, les plantes vont naturellement, avec leur système racinaire, chercher l'eau dans le sol. Donc on va le dire clairement, une méga-bassine à côté de chaque champ, c'est pas du tout le projet. Ça n'a pas de sens, c'est absurde. Premièrement, ça n'a pas de sens, ni économiquement, ni écologiquement. On ne pourra pas avoir suffisamment d'eau disponible, ni dans les nappes, ni dans les bassines, pour irriguer toutes nos cultures et permettre à tous les paysans de s'en sortir. Ça peut être des réponses parfois, mais ce ne sera pas, à mon sens, la réponse majoritaire. Donc il faudra inventer d'autres choses. Et pour l'instant, on se focalise énormément là-dessus, de se dire, c'est comme ça qu'on va sauver l'agriculture, c'est comme ça qu'on va lutter contre le dérèglement climatique. Si on se tourne avec des solutions techniques, c'est ça, c'est un technosolutionnisme. Et si on se tourne un petit peu vers d'autres pays, tu as l'Espagne qui a monté des méga-bassines il y a au moins une quinzaine d'années. Et alors ? Aujourd'hui, il y en a plein qui n'arrivent pas à remplir. Parce qu'on multiplie dans l'Espagne les années comme nous, on les vit cette année, avec des sécheresses hivernales. Et l'eau vient manquer dès l'hiver et on n'arrive pas à remplir les bassines. Oui, donc ça sert à rien. Enfin, donc on investit dans quelque chose qui sert potentiellement à rien. Ok, d'accord. Il y a eu des manifestations hier encore à Lyon d'agriculteurs, et tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, Nicolas, qui disent qu'ils n'arrivent plus à vivre de leur travail et qui dénoncent aussi l'interdiction des produits phytosanitaires. On a beaucoup parlé de glyphosate, oui, voilà, c'est ça. Est-ce qu'on n'oppose pas trop souvent écologie, biodiversité et agriculture, Nicolas? Mais oui, on oppose ça. C'est vrai que très clairement, on voudrait faire croire, à mon sens, que on peut pas produire écologiquement, qu'on ne peut pas produire autant et suffisamment pour répondre à la demande alimentaire en alliant cette production-là avec une écologie, avec des pratiques de transition écologique. Nous, on pense à la Confédération Paysanne qu'on peut y arriver. Ça n'est pas forcément simple, mais qu'on peut y arriver. On peut arriver à se passer des pesticides, majoritairement. Mais pour ça, encore une fois, il va falloir des décisions politiques pour accompagner les paysans. Tu parlais du glyphosate, mais on peut parler aussi d'un nom un peu barbare, les néonicotinoïdes sur les betteraves, il y avait des dérogations. Cette dérogation a été interdite. Les betteraviers ont beaucoup pleuré qu'ils n'arriveraient plus à produire. Je pense qu'ils arriveront encore à produire. Ils produiront certainement moins, mais ils arriveront encore à produire. Et l'enjeu, c'est est-ce qu'on a besoin de toujours produire plus en France pour nourrir la France et pour nourrir le monde, ou est-ce qu'on peut produire autrement, produire plus durablement pour produire plus longtemps
et puis nourrir tout le monde. À l'échelle mondiale, le gaspillage alimentaire, à l'échelle de tout le monde, pas seulement de la consommation, de la production, de la transformation et de la distribution, c'est entre 25 et 30% de gaspillage alimentaire. Donc on a quand même des marges de manœuvre. Dernière question pour toi, Serge. Admettons que des Parisiens vous aient entendus tous les deux ce soir et se disent que c'est important d'agir. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous consommateurs, nous, personnes sensibilisées sur le sujet? C'est quoi le message que vous avez envie d'envoyer? Informez-vous, consommez mieux. C'est quoi un peu ce qu'on peut faire à notre échelle? Alors oui, il y a déjà, informez-vous, consommez mieux. Alors, il n'y a pas seulement le monde paysan qui doit soutenir la transition, on va dire, vers un modèle climatique qui soit plus moderne, vers un climat futur. Il y a également les consommateurs qui ont un rôle à jouer très important. Et c'est pas seulement consommer bio et local, parce qu'il y a de nombreuses études scientifiques qui ont montré que, par exemple, consommer local, ça n'a pas forcément un impact positif sur le climat, et c'est hyper particulier ce que je vais vous dire. C'est que 80% à 90% des gaz à effet de serre qui sont émis par l'agriculture, c'est la production agricole en elle-même. Donc on peut consommer local et faire des gaz à effet de serre, alors qu'on pourrait acheter un produit, par exemple, d'Espagne ou d'Italie, mais qui a une production alimentaire qui émet moins de gaz à effet de serre. Donc ces 90%, c'est le type de production alimentaire. Donc il faut plutôt regarder comment il est produit. Il y a le côté social également, il y a le côté économique et il y a le côté climatique. Pour consommer local, ça n'a pas forcément d'impact sur le climat, mais par contre, ça a un impact social très important. Je ne vous dis pas d'aller consommer les produits à l'étranger, consommer les Français, mais c'est un impact social, mais moi, c'est plus le rôle climatique que je parle. Donc, c'est vraiment de comprendre et de s'informer comment on produit cette matière alimentaire, la difficulté de produire, parce qu'on a oublié aussi que c'était difficile de produire, et de voir quel type d'agriculture émet le moins de gaz à effet de serre. Donc, on a par exemple l'agriculture de conservation des sols, qui est différente du bio, qui est différent du conventionnel, mais qui est mise un petit peu de côté dans ce débat bio-conventionnel. L'agriculture de conservation des sols est une agriculture qui est vertueuse au niveau du sol et qui permet de stocker du carbone. Donc au niveau climatique, c'est très intéressant. Donc regardez vraiment sur les paquets comment sont produits ces productions alimentaires quand c'est renseigné sur le paquet, et évitez bien sûr de consommer des plats préparés. Alors bon, c'est pas pour les additifs, c'est pas mon rôle de parler de ça, mais dans les plats préparés, on essaie de tirer le coût vers le bas, et quand on tire le coût vers le bas, déjà on paye moins les agriculteurs, et surtout la méthode de production n'est pas forcément adaptée au climat. Donc voilà, je vous conseille de regarder vraiment le type de production. Renseignez-vous, le bio, le conventionnel, l'agriculture de conservation des sols. C'est vraiment le point le plus important pour moi. Et encore un dernier point quand même. Vas-y Serge. C'est un quart de la production alimentaire, ce sont du gaspillage alimentaire et qui intervient souvent en amont de notre frigo. C'est pas forcément. Donc n'hésitez pas à acheter des légumes qui sont moches. N'hésitez pas à acheter des trucs qui sont en date de péremption proche. N'hésitez pas à ne pas jeter votre nourriture et à savoir la réutiliser. Et pour ça, il faut savoir aussi apprendre à cuisiner. Parce que quand on apprend à cuisiner et à produire la nourriture dans nos potagers, eh ben, on connaît la valeur alimentaire de ce qu'on doit produire. Et quand on apprend à cuisiner, on sait que la nourriture, c'est précieux et on a tendance à moins jeter. Une pizza surgelée, par exemple, quand il en reste un quart et qu'on veut pas le manger, on n'a pas de peine à le jeter. Par contre, un bœuf bourguignon ou quelque chose de végétarien qu'on a préparé à la maison, on a un peu plus de mal à le jeter quand on l'a vraiment préparé soi-même. Eh ben, moi-même, j'ai beaucoup d'efforts à faire en tout cas. Merci beaucoup Serge et Nicolas. Nicolas, on peut retrouver la Confédération Paysanne sur son site internet, sur les réseaux sociaux. Et vous militez toute l'année. Et on milite toute l'année. Et puis, s'il y en a qui veulent venir au Salon de l'Agriculture, on a un stand tout le temps du salon, les 10 jours dans le hall 4. La conf sera là. Et toi, tu seras là aussi. Et moi, j'y serai du samedi jusqu'au vendredi. Je reste une dizaine de jours à Paris. Là. Et venez... Désolé. Mettez le bienvenu. Venez rencontrer Serge au Salon de l'Agriculture dans le hall 4. Merci à toi, Serge. Merci à toi, Nicolas, excuse-moi. Et Serge, si on est tombé amoureux de ton chapeau et de tes propos, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet ? Alors, vous pouvez me trouver sur Twitter, c'est là où j'interviens le plus, sur LinkedIn aussi. Je communique beaucoup sur le climat, l'impact du changement climatique. On n'a pas parlé de la réduction de la viande, je ne sais pas si on a le temps, mais s'il y a des personnes qui ont des questions, n'hésitez pas à venir m'en parler sur Twitter. Sur Twitter, tu leur répondras, et puisque tu es trop humble pour en parler, je vais le faire. Serge-zaka.com pour tes photos de chasseurs d'orage. Merci beaucoup Serge et Nicolas pour votre venue sur le Before de Backseat. Et je vous dis à très bientôt, on se met un générique sous vos applaudissements et on se retrouve juste après. Voilà.